Bonjour à vous. Alors, on va aujourd'hui parler de la maladie de Ménière, de son diagnostic et de son retentissement. Alors, la maladie de Ménière, elle a été définie par un homme, Prosper Ménière, c'est un Français qui a découvert ou qui a établi les critères diagnostiques de cette pathologie à la fin des années 1800, début des années 1900. Alors, quels sont ces critères? Ces critères, ils sont cliniques. Clinique, ça veut dire que c'est à partir de l'interrogatoire du malade et de son examen physique qu'on va pouvoir déterminer le diagnostic de la maladie de Ménière, sous condition d'avoir une IRM, c'est-à-dire un examen, une imagerie cérébrale normale qui ne trouve pas d'autres pathologies qui parfois peuvent mimer cette pathologie. Alors on a un certain nombre de critères qui ont été définis sur le plan international en 2007 et que la Société française d'ORL a elle-même validé. Quels sont ces critères? On va définir une maladie dite certaine. Et pour avoir une maladie dite certaine, il faut 4 critères de A à D. Premier critère, c'est le nombre d'épisodes, puisque c'est une maladie qui évolue par crise. Et on considère qu'il faut au moins 2 épisodes d'une durée de 20 minutes à 12 heures pour rentrer dans les critères de certitude d'une maladie de Ménière. Deuxième critère, c'est des signes auditifs. Il faut que le patient ait une perte auditive, plutôt sur les fréquences graves et les fréquences moyennes. Et il faut que cette perte auditive apparaisse au moins sur un épisode vertigineux, soit avant, soit pendant, soit après, mais il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Troisième critère, toujours auditif, mais en dehors de la perte, c'est la fluctuation des symptômes. Il va y avoir un acouphène, il va y avoir une oreille qui se bouche, il va y avoir une sensation de plénitude, d'audition un peu moins, un peu plus, en dehors et pas toujours corrélé aux crises de l'équilibre et parfois corrélé à ces crises de l'équilibre. Et tous ces 3 critères doivent toujours être localisés dans une seule oreille. Enfin, le dernier critère, le 4e, c'est lorsqu'on n'a pas d'autres diagnostics différentiels. Si on ne répond pas à tous ces critères, mais seulement à une partie, on rentre dans ce qu'on appelle la maladie de Ménière, dite probable. Et un des critères qui change, c'est surtout la durée des symptômes. Au lieu de 20 minutes à 12 heures, on passe de 20 minutes à 24 heures. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est l'examen clinique et c'est l'interrogatoire qui prime, tous les autres examens, que ce soit électrophysiologique, lorsqu'on met des bouchons dans l'oreille, on va tester les différents types de cellules, c'est des examens qui viennent en plus, mais qui ne participent pas à la définition même de la maladie de Ménière. Ils sont importants, il faut les faire, mais ça ne participe pas à son diagnostic primaire. Alors, différentes formes cliniques de cette pathologie existent. On va avoir la forme typique, c'est la triade, signe auditif, crise vestibulaire, signe végétatif avec les nausées, les vomissements, parfois des diarrhées, et des crises qui peuvent être plus ou moins fréquentes, plus ou moins longues, et une fluctuation avec des périodes où il n'y a pas de symptômes et des périodes où les crises sont extrêmement fréquentes. Deuxième type de forme, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Tumarkin, qui est relativement rare, qui est presque une complication de la maladie de Ménière. Le patient ne gère plus son équilibre et se fait projeter au sol, et il peut justement développer des fractures du poignet, de la face, voire se blesser, voire attenter à sa vie si vraiment la projection a lieu dans un endroit qui est problématique. On pense par exemple à la conduite en voiture. Troisième forme, la forme de l'Hermoyer, c'est un patient qui a une maladie de Ménière typique, et puis au cours de son évolution, il va perdre l'audition, puisque c'est malheureusement ce qu'il se passe à cause de la répétition des crises, l'audition va être de moins en moins bonne. Et dans un certain nombre de cas, rares aussi, le patient peut retrouver l'audition, mais uniquement durant la crise de l'équilibre. Enfin, la forme bilatérale, c'est une forme où il y a une certaine auto-immunité. On se pose toujours la question si la maladie est vraiment que dans une oreille, puisqu'on a des symptômes des deux côtés, et il y a un bilan d'investigation plus large qui est nécessaire. Et pour conclure, des formes frustres, c'est l'équivalent de la forme probable de la maladie de Ménière. On a une partie des signes, mais pas leur totalité. Il faut faire attention aux migraines, et se poser toujours la question lorsqu'on diagnostique une maladie de Ménière, si ces migraines existent, car ces douleurs à la tête qui sont typiques, associées à une hypersensibilité à la lumière, au son, aux odeurs, lorsqu'elle est présente, cette migraine peut mimer une maladie de Ménière. Et en fait, en traitant la migraine, on peut presque faire disparaître les signes qui initialement avaient été interprétés comme faisant partie du diagnostic de la maladie de Ménière. Alors le retentissement repose à partir de recommandations et de définitions qui ont été mis en place en 2016 par la Société française d'ORL. Et vous avez ce tableau qui vient d'apparaître, qui va de 1 à 6 et qui permet de grader les conséquences et le retentissement dans la vie personnelle, professionnelle et sociale des malades. Et on considère la maladie comme étant invalidante dès lors que le stade 4 est
atteint, c'est-à-dire lorsqu'il y a des difficultés au travail, lorsqu'il faut économiser beaucoup son énergie, voire qu'on est incapable de travailler et de conduire, voire on a arrêté le travail pendant plus d'1 an. Et dans ce genre de situation, différentes gammes de thérapies sont possibles et il faut aussi utiliser celles qui sont en adéquation avec l'état du malade et le retentissement de cette pathologie. Et c'est là l'importance de la discussion avec le malade, puisque tant pour le diagnostic, l'interrogatoire prime, que pour le retentissement, c'est l'évaluation de ses symptômes. La relation médecin-malade est importante dans la prise en charge de cette pathologie.